Bonsoir. Donc, Bonsoir. tandis qu'au dehors, la tempête fait rage inutilement, on a enlevé l'image. Tout à l'heure, on est resté un peu dans la salle, on a eu le mal de mer, j'espère que... J'espère que vous n'avez pas trop le mal de mer. Et donc, on est à l'abri, à la Maison de la Poésie. Et on va passer une soirée autour de ce nouveau livre qui sort aujourd'hui, dont on fête la sortie, Dehors la tempête. Quelques mots pour te présenter, Clémentine, même si on te connaît bien à la Maison de la Poésie, puisque tu es un peu partout, aussi bien sur la porte des toilettes Oui, notamment. que dans le mur ou Merci la d'avoir série de précisé ça en livres. premier, Victor. Je ne sais pas, ouais, mais c'est pour dire que les lieux sont, sont Je m'en vante peu, c'est vrai d'habitude, mais une plaque également licence poétique que tu as faite expressément pour la Maison de la Poésie. Et donc, en tout cas, on voit dans les couloirs une partie de ton travail d'artiste, mais qui est une partie de ton travail, puisque tu es aussi écrivain. Et tu as Dehors la tempête est ton 3e livre. dis écrivain. Écrivaine, Attention, hein. autrice. Après 100 titres, donc, qui était ce livre qui rassemblait les détournements de couverture, Sinon j'oublie. Et j'ajoute que tu es membre de l'Oulipo depuis quelques années et que tu écris aussi des livres pour les enfants. Oui. Dans très peu de temps sortent Les Chiens Pirates, Prisonniers des Glaces. Prisonnier des glaces. À l'École des Loisirs, magnifique livre. Et demain, je crois, sort Tout ce que je sais sur les chats et Tout ce que je sais sur les chiens. Oui. Deux livres indispensables pour les Un amis vaste des chats programme. et des chiens. Alors pour les plus petits, hein, par contre, Oui. que dehors la tempête. Voilà. Eh bien... Mais j'ai beaucoup travaillé l'année dernière. Hein, c'est pour ça, je sors beaucoup de livres, mais c'est... Voilà. ouvrons ce livre. Très bien. Allons-y. Et donc ce livre s'ouvre par une citation de Borges, que d'autres se vantent des pages qu'ils ont écrites. Moi, je suis fier de celles que j'ai lues. Est-ce que tu peux nous dire que fait cette citation à l'ouverture de ce livre? Je crois que ça dit assez nettement quel est le projet du livre. Là, c'est un programme, une épigraphe, donc je cherchais une épigraphe qui reflète un peu le projet du livre. C'est toujours très compliqué. Et j'en avais trouvé, au début c'était une citation du Muppet Show. Je trouvais que c'était pas très sérieux. Et Victor Pouchet m'a suggéré celle-là. Tout est vraiment manigancé. Non, mais cette phrase est magnifique parce que c'est vraiment le programme c'est le propos du livre. Ça parle de la lecture, ça parle des livres et ça parle de l'amour de la littérature. Et donc, voilà. Point de départ. Alors, une fois que l'épigraphe est passée, on passe au premier chapitre qui commence justement par le début et par, comme cette photo nous le montre, par le rapport qui se noue avec la lecture dans l'enfance. Et donc là, c'est une notion de pyjama voilà, qui est la très notion de présente. pyjama qu'on va retrouver un peu plus tard. Un petit teasing. Le pyjama est le fil conducteur peut-être de cette soirée. Et donc, un commentaire sur cette photo, je ne sais plus ce que je vous... Non. En fait, ce livre, Dehors la tempête, commence par le fait que quand j'ouvre le livre, la première chose que je fais, c'est que je mets mon nez dans le livre pour le respirer et que chaque souvenir de lecture est associé à une odeur de livre. Peut-être je peux lire ce passage. Oui. D'abord, j'ouvre le livre en grand et je colle mon nez au milieu des pages pour les respirer. Chaque édition a son identité olfactive très singulière, faite d'encre grasse, de papier et de moisissure. Mes souvenirs de lecture sont indissociables de l'odeur des livres. L'île au trésor a son odeur de foin rance, Le Seigneur des Anneaux a son odeur de grenier chaud, 20 000 lieues sous les mers a son odeur de biscuit goudron. Et lorsqu'il m'est arrivé de les relire dans une autre édition, c'est comme si quelque chose clochait, comme s'il manquait un truc, comme un café servi dans un verre à eau ou du vin dans une tasse à thé. Ayant toutefois conscience de la bizarrerie de cette manie, je fais en sorte que personne n'en soit témoin, enfin, autant que possible. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dès le début comment fonctionne le livre, qui est une sorte presque de phénoménologie de la lecture, c'est-à-dire que comment ça se passe dans toutes les étapes de la lecture. Et l'étape qui suit l'ouverture du livre, c'est le face-à-face avec la première phrase, qui est une sorte de barrière de corail écrite dessus.
Oui, je compare ça à une barrière de corail qu'il faut franchir pour accéder au grand large du reste du livre. Je suis toujours un peu arrêtée au moment de cette première phrase, parce que je ne peux pas m'empêcher d'imaginer l'auteur chez lui. Et donc j'ai des images en tête, et j'imagine l'auteur avec la tête de Beethoven, installé sur son bureau avec un sous-main en galucha, tandis que par les persiennes mi-closes, le soleil darde de ses rayons. Et donc ça me parasite complètement. Et je l'imagine en train de réfléchir à cette première phrase, parce qu'on sait qu'elle a été, plus que tout autre, cette phrase pensée, repensée, que c'est une façon aussi d'attaquer c'est un signal donné au lecteur, en fait, cet incipit. C'est peut-être pour se défaire justement de ce côté très intimidant de la première phrase, ou qui peut aussi paralyser la lecture, que tu proposes un jeu qui revient dans un autre moment dans le livre, qui est un santon. Peut-être qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est qu'un santon. C-E-N-T-O-N, pas comme un santon de Provence. Ouais. C'est une forme que Loulipo a inventée. Je ne sais pas si elle l'a inventée. Non, il l'aime bien. On aime bien les contraintes à Loulipo. Mais... Ah bon? Je me suis amusée à faire un santon avec une série d'incipits les plus célèbres, en fait. Appelez-moi d'où qui put donc tant. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, aujourd'hui maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais plus. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Je ne sais pas trop par où commencer. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, ça a débuté comme ça. La plage de Bixeur est vide et je demeure sur le sable à l'endroit même où je suis tombée. C'est fini. Et ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, chaque phrase est devenue iconique. On les reconnaît. Et on reconnaît Proust, et on reconnaît Gary, on reconnaît Queneau. Voilà. Il y a une puissance là qui est aussi une question qui traverse le livre, une puissance de l'inscription de la mémoire des textes dans l'esprit du lecteur, et c'est quelque chose avec lequel tu joues très souvent. Et avant ça, il y avait juste que ces incipits-là me font penser, en fait, comme c'est une façon de se présenter au lecteur, ça me faisait penser aux annonces du matrimonial du chasseur français. Jadis, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, j'adore ces trucs-là. Idéaliste, 45 ans, sympathique, sentimental, compréhensif, très affectueux, sobre, non-fumeur, petite voiture et propriété, pauvre, mais grande richesse de cœur, ferait foyer heureux à personne, même déshérité, nature si aisée, sentimentale et même goût. C'est qui? C'est quel genre de livre ou quel genre d'auteur? Peut-être Marcel Proust, non? Je sais pas. Ouais. Après, il y a des annonces un peu plus crues sur les sites de rencontres d'aujourd'hui, mais pour moi, l'Incipit, c'est ça, c'est une sorte d'annonce matrimoniale, en fait. À laquelle, donc, on répond pas. Et plus si affinité, c'est ça. Le livre se poursuit avec une question qui taraude le lecteur et qui te taraude. Ça me taraude. Qui est celle de la précision et de la façon dont un texte à la fois propose des images, mais aussi laisse certains blancs qui font que l'esprit dérive. Et l'exemple que tu prends, c'est l'exemple de la lecture de Simenon, donc voilà, une des couvertures fameuses maintenant. Raconte-nous ce face-à-face avec le texte de Simenon qui là, finalement aussi est une façon d'interrompre la lecture, parce qu'il y a des informations qui manquent et qui là vont t'empêcher de lire paisiblement. C'est ça, en fait, tout le livre, c'est une traversée de la lecture avec des moments où l'esprit se met à dériver, où des souvenirs jaillissent. Et donc, la première phrase, je vois l'auteur assis à son bureau en train d'écrire son truc. Et par exemple, dans Maigret, que j'adore lire Maigret, Simenon, il y a un truc, c'est qu'à chaque fois, le commissaire Maigret demande à Janvier de leur faire monter des sandwichs et de la bière de la brasserie Dauphine. Et la bière, je sais à quoi ça ressemble, les sandwichs ne sont pas décrits. Et alors ça, c'est très problématique pour moi. Parce que du coup, d'un seul coup, j'ai la scène en tête, je vois le bureau qui est très bien décrit, je vois l'horloge de bronze sur la cheminée, l'horloge est en retard, il y a le poêle, tout ça, très bien. Mais alors les sandwichs, d'un seul coup, est-ce qu'il faut les imaginer Alors, c'est une demi-baguette avec un jambon beurre, ou pain de campagne,
ou alors des sandwichs triangles comme sur les aires d'autoroute. Et dans le doute, en fait, j'imagine la scène avec Janvier qui monte avec le plateau recouvert d'une serviette, comme le mouton du Petit Prince dans sa caisse, parce qu'en fait, on ne peut pas l'imaginer. Et donc là, tu continues parce que ensuite, comme la réponse n'est pas donnée, tu mènes une enquête avec les moyens du bord, c'est-à-dire Internet. Internet. Parce que j'habite à Nantes, je ne suis pas à Paris, je ne peux pas aller voir la brasserie Dauphine. Et je découvre qu'en fait, la brasserie Dauphine n'existe pas. Ce qui était quand même vraiment une grande désillusion. Donc je suis allée sur TripAdvisor voir les commentaires sur les restaurants autour du quai des Orfèvres. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des... C'était compliqué. En fait, j'ai appris des trucs sur le canard servi au quai des Orfèvres, tout ça. Mais un jour, en épluchant les carottes, c'est un mot... c'est ainsi, j'écoutais la radio un dimanche et j'entends une émission culinaire sur France Culture. Et c'était consacré à la Maison Poulaga. C'était l'intitulé de l'émission. Et là, l'invité disait que chez Costa le Grec, rue Grégoire de Tours, se retrouvaient les inspecteurs de la crime. Et ça m'a fait vraiment un coup, parce qu'en fait, Costa le Grec, c'était le restaurant où, lorsque j'étais étudiante aux Beaux-Arts de Paris, notre chef d'atelier nous emmenait, nous, les étudiants de son atelier, au moment pour nous faire passer un test pour savoir si on était fréquentable et si on pouvait rentrer dans l'atelier. Donc, il nous invitait à déjeuner. Et moi, cette fois-là, j'avais été invitée. Je voulais rentrer dans l'atelier de lithographie aux Beaux-Arts. Il s'était étouffé avec un petit pois. On avait bu énormément de résina. J'avais été acceptée dans l'atelier dans lequel j'allais passer 5 ans. Et donc, j'ai réalisé ce dimanche, en épluchant les carottes, que la brasserie Dauphine que je poursuivais comme ça, en fait, était peut-être Costa le Grec, et qu'en fait, les sandwichs de la brasserie Dauphine étaient peut-être des feuilles de vigne. Et j'imagine comme ça Maigret qui dit Lucas, faites-nous monter des feuilles de vigne et du résina. Alors il y a les sandwichs dont on ne connaîtra jamais le goût, et il y a aussi eh bien, les madeleines de Proust, dont là on peut plus facilement imaginer le goût, et qui sont l'objet d'une enquête dans le livre, qui se joue à l'occasion à nouveau d'un passage dans une aire d'autoroute, si j'ai bien compris. Oui, c'est l'aire d'autoroute des Manoirs du Perche. Sur quelle autoroute ? L'autoroute A11. Merci. Je peux vous lire ce passage ? La fameuse Madeleine de Proust. Tout en profitant d'un moment détente à la boutique de l'aire des Manoirs du Perche, au kilomètre 99 de l'autoroute A11 en direction de Nantes, l'automobiliste fatigué peut acheter la fameuse Madeleine de Proust marque déposée pour agrémenter sa pause et la tremper dans son authentique café lyophilisé au grain moulu Lavazza. Pour 20 fois moins cher que la fameuse Madeleine de Proust, à 130 € le kilo, on trouve aussi sur un rayonnage voisin des Madeleines Saint-Michel aux œufs extra frais, à 6,36 € le kilo. L'automobiliste, une fois qu'il se sera dégourdi les jambes, aura fait usage des commodités et profité d'une savoureuse pause café en sirotant son authentique café lyophilisé au grain moulu Lavazza, pourra à juste titre se demander le pourquoi d'une telle différence de prix. À l'évidence, on paye le Marcel Proust, l'édifice immense du souvenir promis par le Marcel Proust, car c'est ce qu'offre cette petite Madeleine pur beurre sans conservateur, la promesse d'une résurrection, le surgissement d'un souvenir enfoui comme une nuit des morts vivants mais en moins effrayant. Un voyage dans le temps, façon retour vers le futur. L'odeur d'amande d'un petit pot de colle Cléopâtre, c'est l'école primaire et les cahiers neufs, le stylo plume à cartouche bleue, le papier quadrillé et la cour de récré. Le gras rance, c'est la fête foraine et les chichis en bord de plage, la crème solaire et les vacances. Longtemps, je me suis couchée pas trop tard et ma tante Jacqueline me donnait un petit cake marbré Papy Brossard pour le goûter. Qu'ont-ils fait de Papy Brossard ? Qu'est devenu Prosper, le roi du pain d'épices ? Qu'est-il arrivé à Captain Iglo ? Disparu, oublié, remplacé par un capitaine de pacotille à la barbe bien taillée, joué par un acteur de type beau gosse à pas de doigts. Quel scandale. Personne ne dit rien. Personne ne proteste. On dirait Rita Barley, là. Tout le monde est trop occupé par la crise, par les grèves, par le réchauffement climatique, la montée des extrêmes, les replis identitaires, la disparition des oiseaux, la disparition des abeilles, les tomates sans goût, les prochaines vacances à organiser, les courses à faire. Tout le monde est trop occupé pour protester contre le remplacement du vieux Captain Iglo par un imposteur. A-t-il été victime de jeunisme ? Était-il trop vieux ? Ou en avait-il marre ? C'est ce qui arrive souvent dans les séries télévisées. Les acteurs sont remplacés en douce, comme celle qui jouait la mère dans Dallas, ton univers impitoyable.
Le personnage partait en voyage, revenait sous les traits d'une autre, et on attendait du téléspectateur qu'il fasse comme si de rien n'était. Dans la saison 8, le pauvre Bobby Ewing, frère du redoutable J.R., meurt renversé par la voiture de Catherine, la demi-sœur de sa femme Pamela, avec qui il venait justement de se réconcilier. La série s'est poursuivie sans lui, mais rien n'était plus pareil, et les téléspectatrices pleuraient des larmes de sang. Quand soudain, un matin de mai 1986, Pam se réveille dans son lit au drap de percale blanche. De la salle de bain lui parvient un bruit d'eau qui coule. Elle se lève, alarmée. Sa chemise de nuit est vaporeuse. Son brushing est parfait. L'irréparable outrage du temps n'a pas encore altéré son beau visage, contrairement à cette pauvre Sue Ellen qui a bien ramassé et, soit dit en passant, abuse du scotch et force un peu sur le maquillage. Pam entre dans la salle de bain, tend une main tremblante parfaitement manucurée, ouvre la porte de la cabine de douche et là, coup de tonnerre, bon sang, comment est-ce possible? Cet homme qui se retourne, nu comme un verre, avec une très belle densité capillaire, oui, c'est bien lui, c'est Bobby Ewing. Miracle, effarement, rideau, générique. La saison est finie. Bobby n'était pas mort, c'était de la blague. Tout ce qui s'était passé ces derniers mois n'était qu'un mauvais rêve et Patrick Dufy, l'homme de l'Atlantide, Bobby Ewing, allait pouvoir de nouveau toucher son gros cachet et faire chavirer le cœur des téléspectatrices. J'aimerais moi aussi me réveiller un de ces jours avec un brushing parfait, écarter le rideau et découvrir le Capitaine Iglo en train de prendre sa douche, lui ou Prosper, le roi du pain d'épices. Nous nagerions ensemble jusqu'à la bouée jaune et au retour, ma tante Jacqueline nous ferait sa jardinière de légumes avec des petits lardons, celle que j'aime tant. Mais il est tard, il reste de la route à faire. Je chasse les miettes de la fameuse Madeleine de Proust, jette mon gobelet vide dans la poubelle jaune, déverrouille les portes de la voiture et mets le contact pour quitter l'air des manoirs du Perche. La pause détente est terminée. Je voudrais vous montrer un document. On peut peut-être, même si il faut avoir le cœur bien accroché, mais on peut peut-être montrer ces images. Vous êtes prêts ? Attention. Good morning. C'est grandiose, hein ? J'ai toujours dans mon esprit, c'était Captain Igloo. Et j'ai Mais beaucoup non. de mal à lire à chaque fois Captain Igloo. Mais Mais non, mais c'est comme Reebok, tout le monde dit Reebok, mais c'est Reebok, Ok. Captain Iglo. Très bien, désormais, je dirais comme il faut. Captain ? Captain Igloo. Ouais. Alors la question de cet édifice immense du souvenir et plus largement de la mémoire occupe une grande partie du livre, j'en parlais tout à l'heure. Mais pas simplement des souvenirs qu'on provoque, mais aussi des traces inconscientes qui restent dans l'esprit de ce qui habite notre esprit sans qu'on le désire ou parfois... Je ne désire pas que mon esprit soit habité par Dallas, et pourtant. Et pourtant... Mais je trouve que c'est ce que suscite la lecture. En fait, quand on lit un livre, il y a une empathie qui se crée et surtout, ça fait jaillir des souvenirs. Et c'était ça que j'ai cherché à retrouver dans ce livre-là. Et il y a une question importante, c'est aussi la trace que laissent les livres en nous, c'est-à-dire qu'on lit un livre et la plupart du temps on en oublie l'essentiel, tout comme on oublie l'essentiel une grande partie des choses et des conversations que l'on a. C'est une métaphore de l'existence, un peu, non ? Tu joues avec ça et avec cette mémoire et tu t'amuses même à reproduire quel peut être le souvenir de personnages. Tu peux nous raconter ce Je m'amuse passage. des fois à dessiner des personnages de mémoire et je m'aperçois que c'est pas très réussi. D'ailleurs, mon Gérard Depardieu est plus réussi que mon Astérix. Et Astérix ressemble un peu à Gérard Depardieu d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et à Obélix. Je suis pas bonne du tout en Astérix et Obélix, mais je me dis que si je les croisais dans la rue, je les reconnaîtrais immédiatement. Je sais à quoi ils ressemblent. Mais quand j'essaye d'évoquer leurs souvenirs, de leur image, la dessiner, ça fonctionne pas. Et je me dis que mon esprit est plein de souvenirs dont je n'ai que faire et qui sont là malgré tout. Il y a un autre exercice qui est assez impressionnant, c'est que tu essaies de reproduire la première page de Moby Dick. Donc là aussi de mémoire. De mémoire et de comparer avec l'original. Et ça ressemble à Gérard Depardieu, c'est pas très réussi. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure, mettons.
C'est le début de Moby Dick, ça, non? Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est ça, hein? Ouais, je crois que c'est bon. Mettons, est-ce que tu pourrais lire justement ce passage sur la mémoire? Ce passage sur la mémoire, alors je relis pas le passage où j'essaie de me souvenir de la première page de Moby Dick. Non, ça, il faudra J'ai dit le toujours découvrir, Moby mais Dick, moi en je plus, trouve que c'est quand même horrible. plutôt assez réussi. Je m'appelle Ismaël, mettons. Il y a quelques années de cela, sans qu'il soit besoin de préciser davantage, j'ai envie de me prier, de naviguer, de revoir encore le monde de l'eau. Non mais tu vois, ça va pas. C'est pas bien. Puis bon, bref. C'est la traduction de Giono, John Smith et Lucien Jacques que j'ai en tête. Non, alors je peux peut-être lire ce passage où j'essaye de me souvenir de trucs idiots en fait. C'est aussi révélateur de ce qu'on est, je trouve, que les pages de livres, mais c'est la même chose en fait. On a des bribes de poèmes, on a des passages de livres. Pourquoi s'encombrer la tête avec ça? Je me souviens encore par cœur de l'ancien numéro de téléphone de mes parents, 23 96 72 41. Je me souviens de la technique particulière pour démarrer en hiver ma 309 Peugeot envoyée à la casse il y a des années. Je me souviens que le poisson rouge de mon ami Paul s'appelait jambon et que les feuilles de millepertuis sont percées de 1000 trous. Je me souviens que la sèche en breton se dit morgate, qui veut dire lièvre de mer. Je me souviens de la recette du mélange à mettre dans la mobilette, du nœud de lacet facile. Je me souviens que Sharon Stone était si infecte que les techniciens sur un tournage avaient pissé dans son bain. Je me souviens que la soupe d'ortie est faite avec des jeunes pousses, que ma mère n'aime pas la peau du lait, que les limaces se noient dans la bière, soi-disant. Je me souviens qu'on débouche une pierre de lithographie au doigt et à la gamme arabique, que mon grand-père cachait de l'argent dans sa jambe de bois. Il avait perdu sa jambe à la guerre. Que de l'essence de térébenthine est plus grasse que le white spirit, qui est un dérivé du pétrole. Je me souviens que Courrèges avait prénommé sa fille Clafoutis, que Colette roulait les airs et que le djinn de Nîmes vient de Nîmes. Je me souviens que les marins se faisaient percer une oreille au passage de l'équateur et tatouer un Christ dans le dos dans l'espoir d'atténuer la violence des coups de fouet. Je saute un peu, non? Je me souviens que le titre de travail de Yesterday de Paul McCartney était Scrambled Eggs. Scrambled Eggs, oh my darling, how I love your legs. Je me souviens que pour rendre mon premier chien fou, il suffisait de dire où qu'il était. Je me souviens où nous allions chercher des fraises des bois quand j'étais enfant et comment se dit en russe ta grand-mère va en tramway faire du patin à glace autour du lac. J'ai beaucoup de mal à le replacer dans les conversations. Je me souviens aussi des paroles de dizaines de chansons dont je n'apprécie pas la moitié, parfois écrites dans des langues que je ne parle même pas. Bravo. Le moment karaoké. Encore un matin pour rien, une argile au creux de mes mains. Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. Je vous épargne. Voilà, c'est ça, je n'ai pas choisi de l'avoir dans la tête. Et maintenant, on l'a tous dans la tête pour ne le me reste de remerciez la soirée. pas, c'est offert avec plaisir. Mais je trouve ça intéressant quand on parle de l'édifice immense du souvenir. On a une bibliothèque dans la tête, mais on a aussi on ne sait pas ce que c'est que cette espèce de capharnaüm, de bribes, de trucs dans la tête. Je trouve ça intéressant de s'interroger là-dessus un petit peu de temps en temps. Alors je voudrais qu'on revienne au titre du livre, Dehors la tempête, qui est une phrase empruntée à Barthes. Oui, Roland Barthes. Pourquoi cette phrase, pourquoi ce titre? Et ensuite on parlera justement de cet univers marin qui occupe un chapitre et quelques pages. J'ai un attachement particulier au roman d'aventure maritime. Mais cette phrase, elle vient des mythologies de Roland Barthes, où il parle de Jules Verne, qui était pour lui une figure de l'enfermement, en fait, que toute l'œuvre de Jules Verne repose sur c'est des mondes clos, en fait. Le voyage, c'est toujours dans une nacelle, dans un bateau, dans un sous-marin. Sous-marin, figure de l'enfermement, parce que justement, voilà. Et donc l'île mystérieuse, c'est pareil. Il parle de, c'est comme les cabanes ou les tentes que les enfants aiment faire. Et il parle de pipes et de coin du feu.
pendant que au dehors la tempête, c'est-à-dire l'infini, fait rage inutilement. Et je trouvais ça vraiment très beau, parce que pour moi c'est ça aussi la lecture, c'est ce que décrit Calvino dans Si par une nuit d'hiver un voyageur. Il décrit le lecteur, il dit toi lecteur, tu es dans ton fauteuil préféré, tu dis je lis, je ne veux pas être dérangé. On a un rapport comme ça de cabane à la lecture, et puis dehors la tempête, mais dedans aussi en fait. Faut bien avouer quand même. Et donc dehors la tempête, parce que on peut protéger par le livre, eh bien, vivre des aventures maritimes, tout en étant tout à fait protégé de tous les dangers qui se présentent aux marins. Je ne connais pas de plus grand plaisir que de lire des romans d'aventure maritime à l'abri et au sec, justement sur la terre ferme. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots quand même de ce qu'on voit là à l'écran, qui est une Je vais arrêter bientôt parce que tout le monde va avoir le mal de mer. C'est de la jelly, c'est ça? C'est de la jelly, en fait, c'est de la gelée que j'ai réussi à trouver au Québec, bleue. C'est pas la myrtille, ils disent des bleuets là-bas. J'ai vraiment été très loin pour chercher cette gelée-là. Je vais arrêter, hein. On arrête, ça suffit. Voilà. J'ai fait ça pour une exposition à laquelle j'ai participé à Marseille, au Mucem, consacrée à Jean Giono. Jean Giono avait un rapport fort au roman d'aventure maritime. Il a notamment contribué à la traduction de Moby Dick, il a préfacé l'Iliade. Enfin, et pour moi, cette image-là, on est tout seul chez soi et on imagine des choses, en fait. C'est ça la lecture pour moi. C'est un peu comme dans Rencontre du troisième type, quand avec un tas de purée, il fabrique une montagne. Non, mais je raconte mal. Est-ce que je lis un extrait ? Un passage de ce chapitre qui s'appelle La mer, la mer. La mer, la mer. Tout me ramène à l'océan alors même que je nage si peu que j'ai le mal de mer et le vertige des étendues sans fin. Je n'aimerais pas être marin, mais je ne connais pas de plus grand plaisir que celui de lire des histoires d'aventures maritimes, à l'abri et au sec sur la terre ferme, tandis qu'au dehors la tempête, c'est-à-dire l'infini, fait rage inutilement. Melville, Conrad, Monfred, Moitessier, Loti, Stevenson, Macorlan, Jules Verne, Defoe, London, Hemingway, sans se mouiller, sans être obligé de tenir la barre et de maintenir le cap, du crachin plein la figure, sans prendre de riz, sans carguer la grand voile, sans craindre d'attraper le rhume, sans être barbouillé. Je n'aime la mer que depuis la terre ou alors dans les livres. Quel soulagement d'apercevoir les lumières du port au loin dans la nuit. Terre en vue, terre en vue. Ouf, sauver enfin, suivre les feux d'alignement, affaler la grand voile, sortir les pare-battages ou les défenses, préparer l'ossière ou la mare, regarder la terre arriver, enfin. Enfin la salade de riz dans un tupperware, enfin la couchette humide et la douche à la capitainerie, enfin les jambes molles à marcher sur le goudron du quai qui danse et tangue après les heures passées en mer, l'odeur de gasoil et d'iode, le sel qui englue tout, le pont à nettoyer à l'eau douce, la vaisselle à faire sur le ponton, la bière prise au café du port, et les nuits de grand vent, le tintinnabulent grelot des haubans et des drisses qui claquent contre les mâts. Ce qui est très beau dans ce chapitre et dans cette évocation des romans d'aventure marins, c'est qu'il y a une fascination pour tout ce que charrie l'aventure marine, mais il y a aussi une fascination pour le lexique, c'est-à-dire pour ce lexique, ce jargon de la mer que tu réutilises là dans ce passage et qui nourrit aussi les chants de marins, qui, comme on a pu entendre à l'entrée tout à l'heure, est quelque chose qui est important pour toi ou que tu écoutes beaucoup Les chants de marins ? Ouais. Non, j'en écoute pas trop. Ça dépend. Pour écrire Les Chiens Pirates, justement, le livre jeunesse qui se passe sur un bateau, j'ai écouté en boucle des chants de marins pour être totalement dans l'ambiance. Mais non, je me souviens de ma première fascination pour le vocabulaire marin, mais venue quand j'avais 12 ou 13 ans en écoutant La météo marine de Marie-Pierre Planchon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Pour Chromatie et Force, Time et Dodger, Magdalena. Et c'était un truc, je ne comprenais pas du tout ce que c'était, mais c'était une fascination. Et ce que je trouve, ce qu'on retrouve dans L'île au trésor, par exemple, ou dans tous les romans d'aventure maritime, il y a des termes qu'on ne comprend pas. Alors dans Moby Dick, il y en a des tonnes qu'on ne comprend pas, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que tout ça crée un imaginaire lié à la mer. Et j'ai tellement été fascinée par ces romans d'aventure maritime que je suis vraiment allée habiter sur une île, en fait. C'est le moment peut-être de montrer des traces grâce à l'aide de... J'ai ma carte Cartillet de quand j'habitais à l'Île-Dieu.
Et, Rue de Kerbassi. Rue des Kerbossi, De j'habitais. Kerbossi. Ouais. Très bien. Et c'est toi qui as annoncé des champs de marins. Moi, je voulais vous épargner ça, mais Bah non, je pense que c'est l'occasion idéale de... il faut assumer. Hein. Ouais. Il y a plus que ça, il y a des images... Oui, j'ai des images de cette vie-là. Alors, c'est une vie... c'était très curieux, c'est une vie révolue. Mais je vais vous montrer des images de cette Donc période-là. c'est bien le livre, enfin c'est bien la lecture de Melville, de Conrad, de Faulkner qui te donne qui donne l'impulsion pour aller s'installer sur l'île-dieu ou pour vivre sur un bateau. J'ai grandi en Picardie. Et donc, j'ai décidé d'aller vivre déjà en Bretagne, ensuite à l'île-dieu et sur un bateau. Et j'étais serveuse dans des bars de marins et j'ai vraiment passé beaucoup de temps là-bas. J'ai vécu sur des îles. Avant de me rendre compte que c'était peut-être pas très raisonnable, c'est que mon amour de la littérature allait peut-être un peu trop loin. Mais donc je parle aussi de ça dans le livre. C'est un rapport vivant à la lecture, c'est aussi aller s'imprégner des atmosphères décrites. Alors je vous propose, ça dure pas longtemps. Hein. Chien. Excellente coupe de cheveux. Hein. Ouais. Capuche le chien. Un nom idéal pour la tempête. Ça va être le moment gênant pour moi. Adieu, chers camarades, adieu, faut nous quitter. Le chien est à l'arrière dans une caisse. Faut quitter la bamboche à bord, il faut aller. En arrivant à bord, en montant la coupée, devant l'officier de quart, il faudra se présenter. Faudra se présenter. Ah, quelle est dure et triste la vie du matelot. On couche sur la dure, l'on n'y boit que de l'eau. Ça, c'est le bateau sur lequel tu as vécu. Oui. Oui. Et ce sont des images. Alors, ce sont des images France 3 de France 3 Littoral, France 3 parce que Littoral. j'avais eu un reportage sur moi à l'époque. Je faisais le calendrier des marins pêcheurs de l'île-dieu. 53 équipages pris en photo. Et j'avais eu le droit à un reportage. Ils avaient loué une voiture utilitaire, ils avaient ouvert le haillon arrière et ils m'avaient filmé sur ma mobilette. Et je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu accepter de me faire filmer dans ces circonstances-là. Mais c'est un souvenir de cette époque-là. Et c'est vraiment à cause de Moby Dick, parce que je suis possédée par ces lectures-là, en fait, complètement. Il fallait que j'aille sur place. Il y a d'autres voyages fondateurs. Là, il n'y a pas simplement la mer, il y a aussi les volcans, je crois. Oui, alors ça, c'est quand j'étais plus jeune. C'était Voyage au centre de la Terre. Quand j'ai lu pour la première fois l'inventaire du pactage du professeur Lidenbrock, j'ai décidé de devenir volcanologue. C'était vraiment j'allais devenir volcanologue. Et justement, à ce moment-là, mon institutrice de CM2 nous a emmené voir avec ma classe une conférence de Maurice et Katia Kraft, les volcanologues. Et donc j'ai encore 7 autographes de Maurice Kraft en forme de volcan. Est-ce que tous les vulcanologues font un autographe en forme de volcan? Alors je ne sais pas. Alors volcanologue, parce qu'il disait que vulcanologue, ça faisait un peu caoutchouc fondu. Je l'ai appris récemment, je ne savais pas. C'est pas mal quand même. Quelques mois après cet autographe, ils ont été emportés par une coulée pyroclastique. Et j'aime bien parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'employer le mot pyroclastique. Donc peut-être tu peux nous expliquer le sens? Non, je ne sais plus. Okay. C'est de la lave. C'est de la lave en fusion. Et en fait, notre institutrice était vraiment une femme charmante, très sympathique, mademoiselle Salabé. Et il s'était pris d'affection, Maurice et Katia Kraft, pour elle. Et ils lui avaient demandé de tout plaquer pour venir avec eux au Japon. Elle avait dit non, et heureusement, parce qu'on aurait pu une maîtresse. Et puis voilà. Bon, toujours est-il que d'un seul coup, j'étais fascinée par Jules Verne. Je rencontrais vraiment le professeur Lidenbrock, et notamment dans une image fascinante où on les voit en train de naviguer sur un lac de soufre sur l'île de Java. C'est du soufre dans un cratère de volcan. Et ils y sont allés avec un canot pneumatique. Et alors là, c'est une folie. Mais de la même façon que l'institutrice a renoncé à devenir volcanologue, moi, je suis devenue extrêmement casanière avec l'âge. Et je ne voyage que poussée par la plus grande nécessité, pour venir à la Maison de la Poésie, par exemple.
Évidemment. Bien sûr. Merci de Non, faire mais tant ça me fait d'efforts. plaisir. Mais sinon, en fait, je voyage avec Google Street View. Alors justement, on peut faire un petit voyage à travers le monde grâce à cette exploration sur Google. Alors oui, j'ai fait un petit inventaire de panneaux d'interdiction. Devant la tour de Pise, il y a écrit Vietato calpestare il prato. Devant le Taj Mahal, Please don't sit on the railing. Je sais pas le dire en hindi, mais c'est écrit. Devant la tour de Londres, Please keep off the grass. Grillen verboten devant le Reichstag, qui veut dire barbecue interdit. Ici. Parce que je trouve ça. Et à Berlin, ils font des barbecues comme ça sur les jardins. Et devant la Tour Eiffel, merci de préserver la beauté et la propreté de ce lieu de promenade et de loisirs. La poésie française, là. La poésie française. C'est magnifique. C'est incroyable. Quelle est votre prochaine question, Touché? Eh bien, le suspense, c'est insoutenable. Moi-même, j'ai du mal à le soutenir. Ouais. C'est la question des figures des auteurs. C'est une question qui revient à plusieurs moments dans le livre. Tu as parlé de cette figure de Beethoven quand tu ouvres le livre de cet auteur. Et il y a un autre chapitre qui est consacré justement à ces figures, qui s'appelle Figures. Et l'idée que justement on peut déplacer ces figures, sacraliser, statufier d'auteurs et qu'en les déplaçant, ça bouleverse l'image qu'on s'en fait, l'image très noble qu'on s'en fait le plus souvent, ou très intimidante parfois même. Mais c'est vrai, quand on vit avec les livres, quand on lit beaucoup, je trouve que ça crée un imaginaire, mais il y a un imaginaire lié aussi à la figure de l'écrivain. Je pourrais imaginer Balzac, je ne sais pas pourquoi j'imagine la robe de chambre de Balzac, mais la tête de Beethoven, mais ça c'est... Enfin bref. Donc bon, il y a quelques questions. Est-ce que Modiano va parfois manger des boulettes d'élan chez Ikea ? Je ne répondrai pas à ces questions. Je laisse questions. un instant juste pour imaginer Modiano en train de manger des boulettes d'élan chez Ikea. Peut-être tu es déjà allé manger des boulettes d'élan chez Ikea ? Moi ? Oui. Je mange pas d'élan. D'accord. J'ai des principes très clairs. Ok. Est-ce que Toni Morrison a une paire de chaussettes préférées ? Est-ce que Leclésio a déjà été coincé à la gare de Saint-Pierre-des-Corps ? En Vendée. Non, c'est en Anjou. Ah non, je confonds. Oui. Saint-Pierre-des-Corps, c'est à côté de Tours. En Touraine. Ah oui, en Touraine, pardon. Exactement. Est-ce que Doris Lessing a acheté des Kit Kat au distributeur ? Est-ce que Samuel Beckett faisait des bruits de bouche quand il mangeait des biscottes ? Est-ce qu'Hemingway oubliait de rabaisser la lunette ? Est-ce que Pablo Neruda laissait de côté la croûte de sa pizza ? Est-ce que Bob Dylan utilise du shampoing antipelliculaire ? Est-ce que Saint John Perse mâchouillait le bout de ses stylos ? Est-ce que la maîtresse vit dans l'école ? Autrement dit, est-ce que les écrivains ont un corps, en fait ? C'est un peu ça l'énigme quand on est face à un livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière, quel esprit évidemment a nourri ce livre, mais aussi quelle existence en fait a traversé dans le livre. L'idée de ce livre m'est venue il y a longtemps et probablement très différente de ce que c'est au final, parce qu'il se passe toujours des choses au moment où on écrit et on fait avec ce qui vient finalement. Mais l'idée, c'était, je venais de lire Si par une nuit d'hiver un voyageur de Calvino, et je trouvais ça brillant. Donc c'est 11 fragments de texte. On commence à les lire, on est happé par l'histoire, et le texte s'arrête juste au moment où on est attrapé. Et je trouvais ça formidable, mais vicieux pour le lecteur. J'étais pas bien, ça m'a vraiment agacée. J'imaginais l'écrivain comme un grand marionnettiste, comme ça, et nous, lecteurs, on est un peu à sa merci. Et quand on est grand, on lit des livres, et voilà, il y avait un côté comme ça, un peu passif, et on nous raconte quelque chose. Et on rentre, en fait, on nous propose un imaginaire, on nous propose une cabane, et on vient comme ça, comme un Airbnb intellectuel, où on va comme ça habiter le livre un instant. Et je me suis dit que j'aimerais bien écrire le point de vue du lecteur, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du lecteur pendant qu'il lit, et qu'est-ce que ça suscite comme question, comme interrogation, comme digression, souvent absurde, mais voilà. Et effectivement, je trouve que la figure de l'écrivain, c'est quelque chose... alors, maintenant, j'écris des livres, mais ça continue à me... Je continue à imaginer l'écrivain avec un manteau en poil de chameau et en train de boire des coupes au café de Flore, alors que il m'est arrivé de boire un café au café de Flore parce que j'étais invitée. Mais alors, c'était exceptionnel, et j'ai fait des photos avec mon téléphone portable parce que je trouvais ça dingue. Mais voilà.
Pardon, je digresse, mais... Non, mais on est là pour digresser. Ah, pas trop longtemps quand même. Il y a d'autres questions existentielles qui traversent le livre, et notamment une question qui est importante, qui est celle de la bande-son de nos vies. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette idée qu'il y a une chanson qui est la bande-son? De la même façon, oui, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on garde en mémoire, mais il y a aussi des choses qui nous sont imposées, en fait, parce qu'on peut choisir certaines choses, mais peut-être je peux lire ce passage. Sauver l'amour. Quand est sorti le single Sauver l'amour de Daniel Balavoine, le 18 mars 1986, j'allais avoir 6 ans. Tous les ans, à chaque fête de l'école, à chaque arbre de Noël, à chaque kermesse, j'ai entendu cette chanson. Serveuse dans des bars, j'ai entendu cette chanson. Aux Beaux-Arts, en ancrant des pierres lithographiques, j'ai entendu cette chanson. Au supermarché, quand j'ai fait mes courses, encore et encore, dans la rue, à la radio, à chaque étape de ma vie, j'ai entendu cette chanson. Et l'autre jour, dans la navette qui me conduisait à l'aéroport, tandis qu'à la radio, Balavoine voulait pour la 1000e fois savoir où est le sauveur, je me suis soudain demandé si ça allait continuer comme ça jusqu'à ma mort. Si vieille dame dans un hospice a supposé que je vive jusque-là, j'entendrai encore Daniel Balavoine s'interroger sur la façon de remplacer le besoin par l'envie. Et si finalement cette chanson n'aura pas été, malgré moi, la bande-son de ma vie? Et si d'autres personnes, peut-être, d'âges différents, venues d'autres pays, ont aussi une bande-son et un Daniel Balavoine à eux, qui les suit depuis l'enfance comme une ombre sympa et un peu envahissante, comme un caneton suit une boule de bowling, qu'il prend pour sa mère, un caneton qui serait le fantôme à coupe mulet d'un chanteur mort en hélicoptère. Donc là, on a tous maintenant à chercher quelle est la bande-son de nos vies. C'est pas Daniel Balavoine? Je suis pas sûr que ce soit Daniel Balavoine pour moi, mais je... Ouais. Non? Je sais pas. Non? C'est le supermarché. C'est obligé. On vit à la même époque. Hein. Je suis désolée. Je suis pas si vieille que ça. C'est pas ce que tu voulais dire. Ah. Attention. Hein. Donc il y a notre bande-son balavoinienne, balavoinesque. Il y a quelque chose de peut-être encore pire que tu imagines, ou une question peut-être plus angoissante que tu poses, qui est celle des traces que nous allons laisser dans l'avenir, des traces que nous et que les textes que nous parcourons pourront être dans 3000 ans. Ce qui restera. Qu'est-ce qui restera? J'en fais lecture peut-être. Oui. Les premiers textes connus de l'histoire de l'humanité sont pour la plupart des livres de contes et des documents administratifs. Les idéogrammes tracés au roseau dans l'argile par les Sumériens sont des factures. Les hiéroglyphes de l'Égypte antique, les écritures cunéiformes, les pictogrammes et les idéogrammes chinois sur des tablettes en pierre, anglaises ou sur du papyrus. La plupart des documents qui nous sont parvenus sont l'équivalent de nos documents Excel ou PowerPoint. Même la fameuse pierre de Rosette n'est finalement rien de plus qu'un décret qui énonce en 3 langues le culte divin du nouveau roi Ptolémée V. Que restera-t-il des textes d'aujourd'hui? Dans 3000 ans, dans un monde post-apocalyptique à la Philippe K. Dick peut-être, que restera-t-il des 567 romans parus cette année pour la rentrée littéraire? Qui nous dit que les traces écrites qui resteront ne seront pas une relance de facture EDF, le rapport de stage de 3e du petit Eddy Foutelet ou un ticket de caisse de chez Intermarché? C'est vertigineux en fait. C'est de l'écriture. Ouais. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que je collectionne les listes de courses aussi, et que tout ça pour moi c'est des générateurs d'histoire, mais qui nous dit que restera un roman et pas le rapport de stage d'Eddy Foutelet, quoi. Eddy Foutelet je suis très heureux que Eddy Foutelet soit prononcé parce que c'est le nom d'un élève que j'ai eu il y a quelques années en 4e 2. On le salue. On salue son... Le nom m'a plu. Ouais. Je l'ai récupéré. Alors cette question du dérisoire et des textes dérisoires et les textes merveilleux, elle est importante, et il y a toute une partie du livre qui est consacrée, et notamment à la confrontation de ce merveilleux auquel on accède à travers la lecture et d'une réalité qui parfois l'est moins, mais qu'on pourrait imaginer transformer ou à laquelle on pourrait insuffler du merveilleux. Oui, j'ai eu une espèce de prise de conscience à propos d'un livre de Roald Dahl. Voici une autre période vestimentaire de mon existence. On n'est pas en pyjama là, il y a une salopette. Mais j'ai la braguette ouverte et des bretelles. Ah oui. Bon, enfin, je suis en train de lire Le Bon Gros Géant, qui est quand même un chef-d'œuvre de Roald Dahl. Non, en fait, un soir que je rentrais chez moi, les mains dans les poches, je me suis aperçue qu'il y avait un trou au fond de ma poche. Et donc,
farfouillant comme ça, j'ai trouvé 3,80 € de monnaie tombée dans la doublure de mon manteau. Et j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé un trésor. Et je me suis souvenue de ce passage dans Charlie et la chocolaterie, où Charlie trouve, ce passage est magnifique, il voit dans la neige un truc un peu verdâtre, il tire, c'est un billet, il se précipite, il va acheter un délice super fondant à la guimauve Wonka, et évidemment dans cette barre chocolatée, dans la deuxième, il y a le ticket d'or gagnant. Et alors ce souvenir de lecture-là était un truc incroyablement fort. Et ces 3,80 € que je venais de trouver, je me suis dit, je les ai trouvés, c'est de l'argent de poche, il faut le claquer immédiatement. Je suis allée dans une boulangerie et j'ai acheté un délice au chocolat justement sur un petit morceau de carton doré. Et alors, c'était un moment extraordinaire. Et après coup, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, je gagne ma vie, j'ai une carte bleue, je pourrais aller acheter absolument tout ce que je veux dans la boulangerie si j'avais envie. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que je pouvais, que tout ce dont je rêvais quand j'étais enfant, je ne le faisais pas. Que je pouvais aller faire des cabanes dans les arbres et revenir à 20h30 si je voulais. C'est très tard. Hyper tard, à des heures indues, que je pouvais couper ma viande avec une fourchette, manger des chamallows avant le dîner, me teindre les cheveux en bleu. Je pourrais peut-être m'acheter un poney. Bon, tout ça est très théorique, mais disons. Un peu logistique. Ouais. Mais je fais absolument rien de tout ça. Et de là, je me suis demandé ce qu'il en était du merveilleux. Et est-ce qu'il en était du capital émerveillement comme d'un capital soleil? Il paraît qu'on a un capital, ou d'un moment. Voilà, ça s'épuise, ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait le merveilleux? Et donc, j'ai réalisé que, par exemple, dans certains livres, ce qui était merveilleux, par exemple, dans Le Comte de Monte Cristo, il y a un passage incroyable où, pour éblouir ses invités, et justement, et les torturer un peu, il fait servir un grand dîner, et il décrit la carpe qui vient d'une île NIL, hein, pas une île... bref... La carpe vient du bout du monde, tel autre poisson vient de... Et c'était magique, alors que maintenant, le bar de ligne du Guilvinec est servi sur le marché encore frétillant à Montpellier. Et donc je me suis demandé qu'est-ce qui nous émerveillait aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui nous émerveille aujourd'hui? Eh ben, par exemple, j'ai des images avant. Ah oui, il y a des images. Ça, c'est le merveilleux. Le merveilleux de jadis. Avec les représentations incroyables des baleines à collerette, ou alors on pense aux rhinocéros de Dürer aussi. Moi, je pense que ce qui nous émerveille aujourd'hui, c'est plutôt ça. Donc, des chevreuils qui sautent. Très belle photo. Hein. Très belle photo de Georges Chiras. Je peux peut-être lire la fin de ce chapitre. Au détour d'un virage, à la tombée de la nuit, une biche et ses petits traversent à quelques mètres de la voiture. Un faon. Ou est-ce un daim, un chevreuil, un daguet? C'est Bambi. Un fragment de vie sauvage, inconnu, fugace, traverse la nôtre à peine un instant par hasard et c'est déjà fini. Dis Siri, qu'est-ce qui nous émerveille encore? Eh bien, je n'obtiens aucun résultat pour émerveille encore. Dis Siri, qu'est-ce qui nous émerveille encore? Désolé, je n'ai rien trouvé de ce nom. Dis Siri, quel âge a Jean-Pierre Foucault? Juste une minute. Jean-Pierre Foucault a 70 ans. Ah là, ça marche, voilà. C'est toujours pareil, dès qu'on aborde un sujet important, la technologie nous lâche et on se retrouve seul avec nos questions. Alors cette question du merveilleux, finalement, il y aurait une sorte d'inversion. Le merveilleux deviendrait le simple et l'authentique et non plus l'exotique. L'exotique, oui, je pense que tout a été exploré et que ce qui nous fascine maintenant, c'est cette petite tomate que j'ai fait pousser moi-même sur mon balcon. Elle est tellement petite, on la prend en photo. Alors ce ficus que j'ai réussi à ne pas faire crever miraculeusement, ou alors ce pull vert que j'ai tricoté moi-même avec une charmante laine trouvée dans une magnifique petite boutique. Il me semble que c'est ça le merveilleux, davantage que je me souviens qu'au Super U, on servait de l'autruche quand j'étais étudiante. Donc, du coup, tout ça est un petit peu inversé. Alors, il y a la question de cette relativisation du merveilleux. Et le merveilleux, il est aussi relatif à, comme tu le disais avec cet exemple de Roald Dahl, il est relatif à un âge, mais il est aussi relatif à une époque. Ça veut dire que ce qui faisait rêver les enfants au temps de Jules Verne, ou ce qui faisait même rêver Jules Verne, évidemment, ne nous fait plus exactement rêver. Et il y a une série de phrases que tu proposes qui sont une sorte d'inversion, des phrases que ne pourraient pas comprendre ni Jules Verne, ni d'ailleurs plus proche de nous, Georges Perec. Georges Perec qui disait que dans l'infraordinaire, qu'il voulait retrouver quelque chose de l'émerveillement qu'éprouvaient les lecteurs de Jules Verne, à l'idée qu'une machine existe qui puisse transporter les sons.
parce que cet émerveillement a existé, et qu'il a existé cet émerveillement. Et donc, je cherche à retrouver justement quelque chose qui nous émerveille. Mais justement, j'imagine, si on transportait le commissaire Maigret ici aujourd'hui, ou Jules Verne, ou Pérec même, ce qu'il penserait de certaines phrases, comme par exemple, si tu as une question, demande à Google. Ça, c'est un rapport avec la technologie. Donc effectivement, il y a 50 ans, cette phrase n'aurait eu aucun sens. Mais on a partagé un Uber non plus. Marx aurait du mal à la comprendre également. Marx aurait du mal. Elle a fait une croisière Zumba. C'est une croisière avec que de la Zumba ou simplement des cours pendant la croisière? Bah écoute, j'imagine qu'en fait, ils font de la Zumba tout le temps, pendant le repas et tout, avec le capitaine. Ah ouais, c'était extrêmement épuisant. Ouais. Tu savais que ça existait, les croisières Zumba? Non, je le découvre. Je passerai en mode avion après avoir mis mon app à jour. Petit moment déconnexion, détox. On est sur un bien atypique, il va falloir se positionner rapidement. Donc l'enfer du langage immobilier. Alors on prononce atypique. Un bar à ongles vient d'ouvrir en bas de chez moi. Il existe des bars à sourire. J'ai découvert ça récemment. Apparemment, j'ai bien compris, ce sont des bars où on peut se faire blanchir les dents. Refaire les dents dans le bar. C'est un bar, ils servent à de l'alcool aussi? Non, je crois que c'est vraiment uniquement pour le blanchissement des dents. On pourrait imaginer une rue avec des bars à ongles suivis de bars à sourire. Et moi, j'imagine toujours, j'ai l'image en tête de Jules Verne, à qui on dit un bar à ongles vient d'ouvrir en bas de chez moi. Ça me réjouit beaucoup. Cette cougar a les yeux qui crient braguette. Tout le monde comprend. C'est l'heure de ma routine beauté. Je dis ça très souvent, hein, c'est ma phrase. Ça. Oui, parce que vous avez une autre vie de youtubeuse. Bien sûr, d'influenceuse Instagram. Influenceuse. De nombreux gilets jaunes ont rejoint la liste de Francis Lalanne. Ça, c'est une phrase qui, même 2 ans après, elle est déjà presque J'adore cette phrase. Exotique. Je l'ai entendue en vrai, j'adore cette... J'ai pleuré pour le Brexit. C'est vrai? Bah, oui, en fait, j'ai vraiment pleuré pour le... Je suis émotive. Je trouvais ça bouleversant. J'en ai découvert une hier, c'est... venez tester votre éligibilité à la fibre. J'adore ce moment où personne n'interroge, personne ne se dit... j'aime pas cette notion d'interroger parce qu'en fait on questionne, on interroge, mais on ne peut pas interroger une notion parce qu'elle répond pas en fait en général. Mais disons que se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas normal. On est sur un bien atypique, il va falloir se positionner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Je vais partir sur un fromage de chèvre. Mais c'est pas possible en fait. Reste donc là. Mais arrête de dire n'importe quoi. Je vais faire remonter l'info. Je me dis mais quoi? Et ça me rend dingue en fait. Sauf qu'il se trouve qu'il y a certaines lectures où on retrouve cette étrangeté-là. Et ça, en revanche, je trouve ça intéressant. Donc, dans nos lectures très, très anciennes, comme par exemple le Pillow Book de... Enfin, comment ça s'appelle? Snob, je le connais en anglais. Mais en plus, ce n'est même pas anglais, c'est japonais, de Saï Shonagon. Les notes de chevet. Les notes de chevet. Les notes de chevet de Saï Shonagon, qui est une dame... dame de cour du XIe siècle, au Japon. C'est tellement bizarre. Et en même temps, il y a des moments où c'est proche de nous, où le journal de Samuel Pepys, ce fonctionnaire anglais de la marine qui a écrit son journal entre 1660 et 68, il y a des trucs très étranges, et ça, c'est fascinant. Par exemple, il est obligé de battre sa femme. Alors, il n'aime pas ça, mais il est obligé parce qu'elle a décidé de faire sa toilette avec de la pisse de chien. Apparemment, c'est... ou alors... c'est la routine beauté. La routine beauté de l'époque. Ou alors, il ne faut pas faire ses prières une veille de lessive, de jour de lessive. Qu'est-ce que tu racontes? Ou alors, par exemple, dans Philippe Cadic, ça, j'adore ça, parce que Philippe Cadic plonge ses personnages dans un monde totalement du futur, post-apocalyptique. C'est toujours post-apocalyptique, on pense à Bruce Willis avec un débardeur en train de sauver le monde, mais en fait, voilà. Et... tout est bizarre, sauf les sentiments des personnages. Et ça, cette espèce de grand écart entre un sentiment d'étrangeté très fort et un sentiment de proximité fait, je trouve, tout le sel de ce genre de lecture. Je mélange un peu Saï Shonagon et Philippe Cadic. C'est un peu... Oui, mais non, mais c'est vrai que c'est l'étonnement de pouvoir accéder, ne pas accéder à l'intériorité d'une dame de cour au Japon au XIe siècle ou d'un fonctionnaire, et en même temps de réussir à capter ce que peut être leur vie ou ce que peut être leur sentiment. Une parcelle d'humanité commune. Ouais.
Et alors j'ai un extrait de film d'Alain Resnais qui me fait penser à ces phrases absurdes et à ces moments d'étrangeté que j'aime beaucoup, de Je t'aime, je t'aime. Claude Cher Richelieu. monsieur, nous avons bien reçu votre honoré du 24 courant et nous nous adaptons d'hydrolyser filistre. Nous sommes encloptés de trécoindre que vous n'avez jamais surflingué le doulet pustrule que nous vous avons galopté le 12 de ce pistre. Et étant donné les amis 13, nous allons sans galard vous trifler un autre flindre et nous articlusons que vous l'homiferez cette tire dans les os les plus graves. Avec tous nos ramires les plus plestrés, nous vous crèvetons d'en silencer nos estanciles ptérofuges. Pour le directeur Claude Rider. Avec tous nos ramures les plus cluistrées. On comprend très bien en fait. Ouais. Et Je t'aime d'Alain Resnais, excellent film. Magnifique film, ouais. Il y a une autre question qui finalement traverse aussi le livre dont on a déjà parlé, c'est le rapport entre la façon de rentrer en lien avec le livre, et une façon aussi de rentrer en lien avec les personnages et avec ce qu'ils vivent physiquement, ce qu'ils mangent, la façon dont ils sont habillés. Et donc il y a à plusieurs reprises des enquêtes que tu mènes pour vérifier physiquement ce que le livre raconte. Mais je trouve que pour prolonger encore ce sentiment de la lecture, ce sentiment d'empathie, le fait de manger quelque chose qui est décrit dans le livre, c'est une façon de ressentir physiquement ce que ressent le personnage. Et ça, c'est un truc que je trouve très fort. De la même façon que je suis allée habiter sur une île après avoir lu Moby Dick. Mais je trouve que justement, goûter, des fois, c'est pas possible. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, le lembas, le pain de voyage donné par les elfes, évidemment, on peut qu'imaginer le goût, mais il y a certains goûts qu'on peut connaître, et notamment, je parlais tout à l'heure de Samuel Pepys. Pepys, on dit Samuel Pepys. C'est extraordinaire. À un moment donné, donc dans son journal, l'entrée 1669, il dit qu'il va assister au repas de je ne sais quel noble. Et, alors je peux vous lire si j'arrive à dire. Il dit merveille d'une sauce qu'il mange avec tous les plats. Il affirme que c'est la meilleure sauce universelle du monde. Elle lui a été indiquée par l'ambassadeur d'Espagne. On l'a fait avec du persil et du pain grillé, pilé au mortier avec du vinaigre, du sel et un peu de poivre. Il en mange avec la viande, la volaille et le poisson. Donc Samuel Pepys découvre cette sauce, il est très content, il en refait le soir chez lui en 1669. Et alors, évidemment, j'ai fait cette sauce. Je l'ai mise dans des croque-monsieur, par contre. C'était bien. Et alors, ça sentait le persil, hein. Sans surprise, c'était bien, mais surtout, c'était incroyable parce que c'était ce que goûtait Samuel Pepys en 1669. Et je trouve, par exemple, quand on lit Haruki Murakami, la nourriture est très présente. Il a fallu que je goûte l'anguille de Murakami. Et alors, il y a des parfums, par exemple, dans Zazie dans le métro. J'ai cherché à retrouver l'odeur de barbouze de chez Fior qui a donné l'incipit d'Uki Pudongtan. Et donc, j'ai regardé toujours sur Internet parce que je sors peu. C'est mon grand terrain de recherche. Et j'ai vu qu'en dans les années 50, à l'époque où le livre a été écrit, il existait un parfum unisexe chez Dior, donc Fior, on imagine, qui s'appelait Eau fraîche. Et donc, j'ai commencé à regarder. J'ai découvert le monde fascinant des collectionneurs de parfums anciens. C'est une folie. Et j'en ai trouvé une bouteille encore intacte aux États-Unis. Ça coûtait $110, ce qui était une fortune. Je l'ai commandée. Et je l'ai attendue longtemps parce qu'elle a été perdue à la douane. Donc, je ne connaîtrai jamais le goût du barbouze de chez Fior. Enfin, le parfum, parce que je n'aurais pas bu. Hein. On est d'accord, bien sûr. Mais, donc, ça, c'est des odeurs. Mais par exemple, l'alcool aussi, on peut goûter facilement. Alors justement, l'alcool, il y a un alcool qui t'obsède, c'est le Fernet Branca. Tu peux nous en dire un peu plus Le Fernet Branca de Zazie dans le métro, je ne savais pas du tout ce que ça goûtait. Et donc j'ai décidé de le boire dans un café parisien pour être dans l'ambiance de Zazie dans le métro. J'imaginais un café avec de la sueur par terre, je savais bien que ça n'existait plus. Je me suis dit, bon, juste un café parisien. Mais j'en ai fait au moins 5 à chacune de mes venues à Paris, et les serveurs disaient quoi mais... Et donc finalement, j'avais en tête que j'allais émettre un clapotis, que j'aurais chanté, et que je dirais c'est pas sale, comme dans Zazie dans le métro. Et finalement, un ami m'a offert la bouteille. Alors j'ai émis un clapotis. J'ai tout recraché dans l'évier. Tu n'as pas apprécié le Fernet? Je me suis habituée depuis, surtout au bout du 4e verre, ça devient très, très buvable. Ça ressemble à du bain de bouche, en fait. Ouais, c'est de l'éludril alcoolisé. Il paraît qu'en Amérique du Sud, ils le mélangent avec du coca. Ouais, les Fernet Coca. En Argentine, je crois que c'est une boisson très violent. prisée.
J'ai jamais essayé. Non, faudrait qu'on essaye. Ça, Ouais. c'est un projet de vie intéressant, Oui. je trouve. On pourrait servir du Fernet. Mais donc le Fernet Branca, c'était difficile. Par contre, toujours pour revenir à Maigret, parce que c'est quand même une lecture que j'aime bien, je me suis fait vraiment beaucoup de soucis pour sa santé, parce que je trouve qu'il boit mais énormément. Et donc j'ai essayé de... Je l'ai suivi toute une journée. Et donc là, c'est Maigret, les gangsters. J'ai choisi à dessein parce qu'il boit vraiment beaucoup, parce que dans cet épisode-là, dans ce Maigret-là, il couve un rhume et il enquête dans le milieu des gangsters. Il se sent pas à l'aise. Par exemple, il aime pas le whisky. Mais donc, comme ça, c'est toute une journée, il boit ça. Un Calvados, 2 Calvados, un whisky, une bière, un whisky, une bière, une gorgée de prunelle, un petit verre, un grog. L'autre grog, ça c'est pour son rhume. Un café et une fine pour aller avec le café, une bière, une autre bière. Là, il hésite à reprendre une fine, j'adore. Il hésite. Non. Un whisky, mais ça, voilà. Cognac, une bière, un whisky, une autre, un troisième, un grog avant d'aller se coucher. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais c'est pas possible. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de calculer le taux d'alcoolémie de Maigret. Et donc, j'ai trouvé une formule. Alcool total absorbé en grammes, poids en kilos. J'ai estimé que le poids de Maigret était de 100 kilos. Et donc, ça donne 2,85 grammes par litre de sang. C'est 6 fois la quantité limite autorisée pour conduire. De fait, vous noterez que Maigret ne conduit pas. Et je me demande si c'est pas parce qu'on lui aurait retiré son permis, en fait. Moi, je propose des pistes de réflexion. Qui a l'air tout à fait étayée par ce calcul. Je me suis dit que si j'étais encore serveuse, combien je lui facturerais tout ça? Oui, alors? Donc j'ai téléphoné au café à l'Île-Dieu où j'ai été serveuse. Je pense qu'à Paris, ce serait 3 fois plus cher. 85 € par jour d'alcool. Un budget c'est un conséquent, énorme ouais. budget. Je me demande si c'est son administration, s'il fait des notes de frais. Et donc tout ça, c'est fascinant. Et ça freine ma lecture quand même. Et j'ai jamais étudié dans les Raymond Chandler, que j'ai relu récemment pas mal, dans les polars américains. Ils ont carrément une bouteille de whisky dans la portière de la voiture et ils boivent avant de prendre le volant. Il faudrait suivre un personnage de Chandler une journée pour voir, un peu comparer par rapport à Maigret. Ça, je trouve que c'est des questions quand même nécessaires. Alors, une autre question importante, existentielle. Encore une? C'est celle des souvenirs des écrivains, donc de ces figures d'écrivains, et aussi d'une question importante qu'est-ce qui fait qu'un écrivain devient écrivain? Quel est le moment fatidique où le destin d'un écrivain se scelle? Et c'est une question que tu poses aussi par rapport à toi, c'est-à-dire quel est ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves ici à la Maison de la Poésie pour parler, pour parler de ces livres et de ce livre qui traverse ton histoire de lectrice? Je voulais vraiment parler de ce qui se passe dans l'imaginaire d'un lecteur pendant qu'il lit. Et il se trouve que j'ai parlé de moi parce que j'étais le cobaye que j'avais sous la main et j'avais un accès direct à mes pensées. C'était quand même vraiment simple. Mais j'espère que justement par ce parallèle, des va-et-vient entre mon expérience personnelle et ces questions-là et des lectures, se révèle quelque chose de l'universalité de la lecture. Mais donc je me suis posé la question pour moi-même puisque j'étais en train d'écrire. Donc il y avait un côté réflexif assez fascinant. Et il se trouve que j'ai une espèce un moment fondateur dans ma mythologie personnelle. C'est que un jour, lors d'un voyage chez ma tante Jacqueline à Verdun, ma mère m'a acheté un Roald Dahl. Et qu'à la fin de ce Roald Dahl qui était Sacrée sorcière, je me souviens, il y avait une annonce pour un concours d'écriture organisé par les éditions Gallimard. Elle m'a inscrite. Il s'agissait de résumer un des livres de la collection, des éditions, en quelques lignes. J'ai participé, il se trouve que j'ai gagné le premier prix. Et donc je me souviens que je suis rentrée, j'avais 8 ans, je suis rentrée de l'école primaire et ma mère m'a dit « Assieds-toi ». Tu lis pas le texte que tu as écrit pour ce concours? Je vais raconter peut-être, non? Ah, le texte que j'ai écrit? Ah oui, oui. Ouais, ça vaut le coup. Hein. Je pense. Le texte, il m'a valu le premier prix. Mon grand-père aurait eu 100 ans aujourd'hui, comme la vie était gaie dans son enfance. Mais pour la lessive, bonjour le travail. Et je ne vous dis pas les ampoules dans les sabots. Vive les machines à laver et les tennis. Premier prix direct. Premier prix. Alors franchement... c'est Non mais alors, je sens une certaine ironie là dans... Voilà, alors... Combien de points d'exclamation dans cette... voilà. C'était un livre sur la vie, il y a 100 ans déjà, ça s'appelait. Donc pardon, je t'ai interrompu. Non, pas du tout. On est dans ta cuisine. Vive les machines à laver, les tennis. Oui, on est dans la cuisine chez mes parents. Ma mère me dit « Assieds-toi ».
ce qui m'a rendu assez perplexe. Et donc c'était un télégramme qui m'annonçait que j'étais invitée, que j'avais gagné le premier prix et que j'étais invitée au Salon du Livre de Paris. Il se trouve que le premier prix, c'était 365 livres et le prix est arrivé quelques mois plus tard. Alors encore un troisième exemple de folie vestimentaire. J'en veux beaucoup à ma mère. Hein. Un pyjama violet. Pyjama violet. Et peut-être je peux vous lire cet extrait-là. Je me demande s'il est possible de nommer avec certitude l'événement décisif, le moment charnière qui fait que rien ne sera plus pareil. Enfant, ma mère avait peur de recevoir l'appel, comme Jeanne d'Arc ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il paraît que ça vous tombe dessus sans prévenir. Peut-on vraiment savoir quand le train de sa vie a emprunté cet aiguillage-ci plutôt qu'un autre ? C'est pas si simple. Nos parcours sont sans doute la somme de rencontres, de hasards, de renoncements et d'imprévus, d'impulsions et de choix dont nous n'avons pas toujours conscience. Il me semble pourtant que je serai toujours cette petite fille en pyjama violet assise par terre au milieu des livres, cette petite fille en pyjama qui est en ce moment en train d'en écrire un. Voilà. Tout Merci. Merci à vous. Je propose qu'on aille boire des Fernet Branca et qu'on tu se as des réjouisse. Fernet Branca ne promets rien que tu ne puisses tenir. C'est vrai. Et que, qu'on se réjouisse de découvrir la suite de, tout ce qui n'a pas été raconté, mais qui est encore dans ce livre qui sort aujourd'hui aux éditions Grasset. Aujourd'hui même. Merci beaucoup d'être venu malgré la pluie et le coronavirus et la peur et la tempête. Merci beaucoup.